Quand on m'a demandé, M. Rimbaud m'a demandé de venir à HEC pour la conférence inaugurale, je n'ai pas balancé un instant. J'ai dit tout de suite oui. Je fais peu de conférences, parfois j'en ai la nostalgie, mais j'en fais peu à présent. Je n'en fais, pour ainsi dire, je le marque, jamais sur l'abolition de la peine de mort, jamais en France, il m'arrive d'en faire ailleurs, notamment aux États-Unis, en Chine aussi, mais pas en France, le sujet me paraissant épuisé. Mais nous sommes aujourd'hui le 25e anniversaire du jour où l'Assemblée nationale a voté l'abolition, et par conséquent, le sujet, si je puis dire, s'imposait de lui-même. Alors, il se trouve qu'il y a, s'agissant de l'abolition, un double foyer d'intérêt. L'un qui est rétrospectif, qui est historique, qui est l'histoire de la bataille pour l'abolition de la peine de mort, qui s'inscrit essentiellement en France, politiquement, entre 1972 et 1980. 10 années dans lesquelles le hasard ou la force des choses ont fait que je me suis trouvé assumer à cet égard, en effet, un combat militant. Et puis, une fois l'abolition votée, scellée par les conventions internationales à partir de 1985, devenue donc irréversible, commençait l'autre entreprise, plus vaste, plus générale, passant de très loin le cadre national, et qui était la marche vers l'abolition universelle. Et parce que c'est le présent et l'avenir, c'est évidemment ce sujet-là qui importe aujourd'hui et qui, pour moi en particulier, compte. Dès lors, pour gagner du temps, et parce que pas plaisant ou facile d'évoquer ce que l'on a vécu soi-même, et qui est intéressant dans une seule mesure, c'est que la jeune génération, les jeunes générations, ne mesurent pas ce qu'a été l'ardeur, la difficulté, la passion autour de l'abolition de la peine de mort. Le moins qu'on en puisse dire est que ça n'était pas une mesure populaire. Alors, pour cette époque qui paraît maintenant si singulièrement révolue, et que je me dis, mais quoi, il y a 25 ans, il y a 30 ans, là, on prenait des hommes vivants, on les coupait en deux morceaux, vivants, et puis après, on démontait la guillotine, on lavait tout à grande eau, et puis on retournait à ses petites affaires, et la cité s'éveillait comme si de rien n'était. J'ai peine, je le dis, à le croire. Alors maintenant, nous allons passer au temps 2, après le temps de jadis. Le problème, aujourd'hui, c'est évidemment le combat, c'est aujourd'hui l'abolition universelle. L'abolition universelle est... D'abord, je veux marquer pourquoi, à mon sens, l'abolition ne peut être qu'universelle. Quand on cherche les fondements de l'abolition, en dehors de toute considération, et Dieu sait s'il y en a, sur ce que charrie comme poison quand on l'a vécu, la peine de mort dans sa réalité judiciaire, on aura peut-être l'occasion d'en parler à propos des États-Unis, c'est-à-dire l'inégalité sociale, les passions racistes et l'injustice absolue qui est l'erreur judiciaire. Il y a dans nos sensibilités actuelles et nos convictions, s'agissant d'État démocratique, un impératif catégorique. Cet impératif, les sociétés démocratiques reposent sur les droits de l'homme, et le premier des droits de l'homme, c'est le droit au respect de sa vie. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Quel tableau par rapport à l'époque que vous venez de revoir? Les progrès vers l'abolition universelle, ils ont été plus rapides et plus importants que je ne l'aurais cru. Plus importants, il y a un demi-siècle de cela, là, quand je montais à la tribune de l'Assemblée nationale, nous étions le 35e État dans le monde à abolir la peine de mort.
je marque au passage que, s'agissant de ce qu'était la communauté européenne, nous n'avions pas gagné la Palme d'Or, ni la médaille d'or, ni celle d'argent, ni celle de bronze, et qu'au contraire, nous étions au dernier rang. Et ce qui m'a toujours, moi, surpris en matière d'abolition de la peine de mort sur la scène nationale, c'est pas qu'on est aboli, c'est qu'on est aboli si tard. Mais enfin, quand je regarde 25 ans plus tard la situation, je dis les choses sont allées plus vite, plus loin. Aujourd'hui, alors que nous étions le 35e État à abolir, sur à peu près 200 États que comptent les Nations Unies, 130 sont abolitionnistes. C'est-à-dire que l'abolition est devenue très largement majoritaire dans le monde. Et pourquoi je pouvais parler à la fois de progrès rapide et au-delà de ce que nous pensions. Et ce qu'il y a de plus saisissant pour un Européen, et en particulier pour un homme, une femme de ma génération, c'est de mesurer que l'Europe, qui est quand même un continent souillé de bien grands crimes pendant une bien longue histoire, l'Europe est aujourd'hui un continent libéré complètement de la peine de mort, ou presque complètement. L'Europe, à ce jour, ne compte plus qu'un État dans lequel s'exerce la peine de mort, c'est la Biélorussie. Et je peux relever au passage que la Biélorussie est le dernier des États staliniens qui survivent en Europe, cramponnés à la peine de mort et à bien d'autres tares dictatoriales. Mais en dehors de cela, non seulement la peine de mort est bannie de chaque législation, presque toutes les législations nationales, non seulement on ne condamne plus à mort, on n'exécute plus en Europe, sauf la Biélorussie, mais les États européens se sont liés par des conventions internationales qui interdisent aux États signataires de recourir à la peine de mort. Si je regarde l'atlas de la peine de mort aujourd'hui, vous avez 3 grands foyers qui demeurent de production, d'exécution capitale. Le premier, le plus important quantitativement et par la force et la population et la richesse et les capacités de cet État, c'est la Chine. La Chine est de très loin le premier État qui procède à des exécutions dans ce monde. Combien par an? Très difficile à savoir. Selon les données officielles, en 2005, c'était à peu près 1750. Selon les organisations des droits de l'homme en Chine, comme la plupart des exécutions sont clandestines, il y a celle à grand spectacle dans les stades, mais les exécutions, pour la plupart, sont commises dans l'obscurité des prisons, de l'ordre de 8 000 à 10 000 par an. On pense plus pour 10 000 que pour 8 000, mais cela fait de la Chine un État qui est encore aujourd'hui celui qui exécute le plus. Je n'ai pas besoin de rappeler que la Chine, grande puissance économique, est ralliée aujourd'hui à des formes de libéralisme, de néolibéralisme économique, demeure un État totalitaire à notre chagrin. Le deuxième pôle de pratique de la peine de mort, ce sont les États islamistes intégristes. Le premier, donc le second producteur dans le monde de peine de mort, c'est l'Iran. L'Iran atteint près d'une centaine par an, avec en particulier une pratique de la peine de mort à l'encontre des femmes qui est proportionnellement la plus importante que nous connaissions. Au nom de la charia et d'une interprétation que certains de mes amis qui, eux, ont des capacités d'analyse de la loi sacrée du Coran, disent n'être pas dictés par les écritures coraniques, mais je me garderai de m'aventurer sur ce point, mais enfin je tiens à le rappeler, il y a là une pratique constante de la peine de mort. On la retrouve aussi, notamment en Arabie Saoudite et dans les Émirats. Et le troisième lieu, l'autre, ce sont les États-Unis. C'est vraiment un extraordinaire voisinage. Ce cousinage est étrange.
entre une vieille démocratie, une première des grandes républiques, un état de droit indiscutable, et les États que je viens de mentionner. Ils ne nourrissent pas d'ailleurs les uns à l'égard de l'autre des sentiments d'amitié particulière. Les États-Unis sont un problème en soi. Et aujourd'hui, je considère que la bataille pour l'abolition, le cœur de la bataille pour l'abolition universelle s'inscrit aux États-Unis. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils sont, comme je le disais, les plus grands producteurs, mais parce que c'est une grande démocratie, une vieille démocratie, et que cela sert à tous les partisans de la peine de mort dans le monde pour dire oui, tout ça c'est très bien, vous nous dites en effet aucune démocratie occidentale ne recourt plus à la peine de mort, mais nous regardons les États-Unis, c'est une grande démocratie et c'est la première puissance du monde et un modèle culturel, et voilà, vous voyez bien qu'on exécute aux États-Unis. Donc c'est aux États-Unis qu'aujourd'hui s'inscrit au premier chef la bataille pour l'abolition universelle, pas pour négliger le reste, mais là, la bataille est particulièrement ardente. Et je marque là en terminant, j'ai évoqué, il n'y a rien pour moi de plus, en effet, saisissant quand je vais à la santé, car je continue à aller à la santé, non pas par affinité particulière, mais parce que nous n'avons pas, vous avez vous un chantier que les aînés vous laissent, et c'est pas brillant, c'est l'état des prisons françaises et le système carcéral français. Ce n'est pas brillant et ce n'est pas nouveau. Et quels que soient les efforts qu'on a tenté de faire, on se heurte toujours à une espèce de résistance passive qui fait qu'on y songe un moment et on s'arrête bien vite. Donc, quand je vais visiter les maisons d'arrêt, quand je vais visiter la santé, où je passe par Arago, j'ai vraiment... je me dis, mais c'est fou, vous avez vu ça à la fin, là, c'est fou. Dire que ça avait lieu là, comme ça. Et qu'après on l'avait à grand dos et on repartait à ses affaires. Il n'y a pas longtemps, hein. Pour moi il n'y a pas longtemps, pour vous ça paraît très loin, mais vous en verrez le terme et ce sera très bien ainsi. Merci.